Bienvenue dans School TV, le MAG. Chaque semaine, nous mettons en lumière des initiatives, qu'elles soient locales, régionales ou nationales, qui façonnent l'avenir de l'éducation. Direction Cayenne et les enjeux éducatifs propres à ce territoire. Comment répondre à l'isolement géographique, à la diversité culturelle et aux inégalités sociales. Focus également sur les initiatives de la ville de Cayenne, rénovation des établissements, soutien aux enseignants, lutte contre le décrochage scolaire et politique en faveur de l'inclusion. On fait le point dans cette émission. Et puis nous n'oublierons pas d'évoquer les enjeux liés à la culture, au sport, à l'environnement et au numérique. C'est parti pour une nouvelle émission. Bonjour Fabiola Saint-Hilaire. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes maire adjointe déléguée à l'éducation de Cayenne. Vous êtes également directrice d'école. Oui. Bienvenue, merci d'être là. Merci, c'est moi qui vous remercie de nous avoir invités. Avec grand plaisir. Et bonjour également Sadia Robo-Ayane, conseillère municipale de la ville de Cayenne, professeure des écoles, maître formateur et docteur en sciences de l'éducation. Bienvenue. Alors, merci beaucoup et enchantée également d'être ici pour pouvoir parler de notre belle Guyane et de ce qui est fait au sein de la municipalité de Cayenne. Eh bien, avec grand plaisir. Une question pour toutes les deux. Fabiola, d'abord, quelles sont vos priorités pour l'éducation ? Alors, tout d'abord, permettez-moi de resituer. La Guyane, c'est 300 000 habitants. C'est 22 communes, dont le chef-lieu, c'est Cayenne. La Guyane, c'est une immigration incontrôlée. C'est un flux migratoire qui engendre des écoles surchargées avec peu de moyens. Pas assez. C'est un département qui est encore enclavé à l'heure où je vous parle. Les enfants ne vont pas à l'école. La Guyane, c'est aussi, à l'époque, on l'appelait l'émeraude. C'est un joyau pour la France. Je tenais à le souligner. Mais quand même, le maire et son équipe municipale fait tout ce qu'elle peut pour relever les défis que nous devons pour emmener les enfants vers la réussite scolaire. Et donc, s'agissant de ces priorités dont je vous parlais, quelles sont-elles ? Alors, les priorités du maire, c'est au niveau du sport, faire en sorte que toutes les... Enfin, il y a plusieurs champs disciplinaires, mais par rapport au niveau du sport, le scolaire, c'est faire montre d'innovation. Je prends un exemple. On est constamment à la recherche de moyens pour pouvoir satisfaire les besoins de nos élèves. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est dans un dispositif Ma piscine nage. C'est-à-dire qu'on a déplacé un bassin dans une école pour que les enfants qui n'ont pas les moyens puissent bénéficier, par exemple, de l'apprentissage de la natation. Et pourquoi le sport, c'est spécifiquement la première priorité qui vient ? Parce que Ce n'est pas, c'est l'une des priorités. Parce que c'est un levier d'inclusion aussi pour les jeunes ? C'est un levier d'inclusion pour les jeunes. Mais non, je laisserai Madame Ayane. Oui, Fabiola, même question. Quelles sont vos priorités à vous, à votre échelle, pour l'éducation ? Alors, ce que j'aimerais tout de même rappeler, au niveau de tout ce qui est priorité, au niveau de l'éducation, je dirais qu'il n'y a pas à ce niveau-là de parti pris ni de parti politique. Alors, il y a trois priorités que je vois qui sont essentielles. C'est tout d'abord l'excellence pédagogique. Quand on parle d'excellence pédagogique, on parle de pédagogie, on parle forcément d'enseignement. Et à ce niveau-là, nous avons aussi la formation des enseignants. En tant que maître formateur, par exemple, en ce moment, nous sommes axés sur les compétences psychosociales, le fait de développer ça chez les élèves pour justement les amener à pouvoir mieux gérer leurs émotions, à pouvoir mieux gérer leurs adaptations aux apprentissages et ainsi pouvoir mieux canaliser leurs énergies. Et je parlerai aussi au niveau des priorités, on parle aussi également de tout ce qui est réduction des inégalités sociales. Et là, à ce niveau-là, au niveau de la mairie, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place pour à la fois accompagner les familles, mais forcément accompagner donc l'enfance, les enfants. On va y revenir. Comment, parce que chacune, vous avez un peu une double casquette finalement, vous venez de l'enseignement. Comment est-ce que ça façonne votre approche des enjeux éducatifs ? Comment est-ce que vous vous en servez aujourd'hui comme d'un levier et l'une et l'autre ? Fabiola ? Alors,
comment ma casquette d'enseignante, je m'en sers? Par rapport à mon expérience du terrain, Oui. Ça me permet de mieux orienter la politique de la ville. C'est-à-dire, je mets en place des expériences que j'ai pu acquérir au cours des années Précédentes quand vous enseignez? Quand j'enseignais. C'est-à-dire vous mettre à la place de l'enseignant? Voilà. Et ça, j'aborde plus la question politique par rapport à mon vécu. Ça devient plus cohérent pour moi. Et je me dis que cette expertise-là me permet d'impulser, dynamiser, faire comprendre. Voilà ce que, lorsqu'on est de l'autre côté, on ressent quand on est enseignant face aux politiques, face aux enjeux politiques. Donc, et c'est plus perspective, c'est plus compréhensible pour les interlocuteurs. Mais je crois que je m'appuie sur cette expérience-là pour mener des actions. Et voilà. Et qu'en est-il de votre côté, Sadia? Alors moi, je dirais qu'en tant qu'enseignante-chercheuse, l'objectif, c'est de pouvoir apporter des outils et des ressources pédagogiques aux enseignants. Et donc, à partir de là, s'appuyer sur les recherches, sur les auteurs en matière d'éducation. Et en fait, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que nous allons véritablement à la rencontre de l'éducation et à la fois de la recherche. C'est-à-dire que quand on parle de recherche et d'éducation, on parle d'innovation et d'expérimentation. Et nous avons la chance justement d'avoir le législateur qui nous a permis, avec l'article 34 de la loi d'orientation et de programmation pour l'avenir de l'école, qui nous permet, nous, en tant qu'enseignants, de mettre en place, d'innover, donc de changer les pratiques d'enseignement, justement pour pouvoir mettre en place des pratiques innovantes et ainsi pouvoir faire évoluer les pratiques anciennes et pour pouvoir les adapter aux défis d'aujourd'hui. Oui, qu'elles soient globales et sur tout le territoire. Tout à fait. La Guyane, on l'a dit, est un territoire vaste avec des zones géographiques parfois difficiles d'accès. En ce moment, la sécheresse et la baisse du niveau des rivières accentuent le problème. Dans quelle mesure cette situation impacte-t-elle la scolarité des jeunes à Cayenne? À Cayenne, je ne dirais pas qu'ils sont impactés. Mais en fait, le problème des communes enclavées, c'est un problème guyanais. Donc, nous sommes obligés de faire jouer la solidarité envers les communes isolées. Donc, nous essayons, tant bien que mal, de gérer cette problématique qui n'est pas évidente pour ces enfants sur site isolé. Et pour bien comprendre, est-ce qu'on peut faire un état des lieux de ce qui se passe là-bas? Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement? Alors, c'est le changement climatique. Les fleuves sont asséchés, pas d'eau. Donc, le déplacement se fait essentiellement en pirogue. Il n'y a pas d'eau. Donc, ils sont bloqués. Pris au piège. Voilà. Donc, ça suscite... la nourriture n'arrive pas à temps. Les prix augmentent, les enfants sont déscolarisés et je peux vous dire que c'est pas évident. Et je reviens à dire que malgré tout ça, on fait montre de solidarité et on va relever les défis. Et justement, quelles solutions sont mises en place pour pallier là dans l'immédiat? Parce que dans l'immédiat, les communes sont ravitaillées par voie aérienne, ce qui coûte énormément à la collectivité territoriale. On cherche tous les moyens. C'est pas évident. Et on sait combien d'enfants ça représente dont la scolarité est impactée? Énormément. On n'a pas, de données chiffrées, mais... Énormément. C'est...
Et c'est un problème qui, malgré la sécheresse là, qui accentue le phénomène, qui en fait est présent tout le temps, toute l'année. Exactement. Oui. Alors je voudrais juste peut-être ajouter par rapport à cet épisode de sécheresse que nous vivons en ce moment, ça me rappelle un petit peu la période Covid qu'on avait eu à subir, entre guillemets, même si effectivement ce n'est pas dans le même cas de configuration, mais ça rappelle aussi le fait qu'il faut voir l'enseignement, entre guillemets, d'une certaine façon, la faire évoluer. Et on peut assister aujourd'hui, par exemple, certains élèves qui n'ont pas la possibilité de se rendre à l'école, justement par rapport à ces problèmes de stress. Et on voit vraiment l'émergence de nouvelles façons de pouvoir enseigner. C'est par exemple, on appelle ce qu'on appelle l'enseignement hybride, qui peut se faire éventuellement par le biais d'Internet. C'est-à-dire qu'on est obligé quelque part de revoir un petit peu nos habitus, et ça repose un peu la question de l'évolution des pratiques. Donc ça permet aussi de pouvoir évoluer, de faire évoluer nos façons de pouvoir opérer auprès des élèves. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce sont des élèves qui suivent des cours à distance? Ça peut arriver. On filme une classe traditionnelle de la ville la plus proche? Et oui. Et eux, ils suivent les cours à distance? Voilà, et notamment également en matière de formation pour les enseignants qui se trouvent en site isolé ou quand parfois ils ont des formations qu'il y a ce problème soit de transport ou d'assèchement, ils sont bien obligés de passer par le biais de formations en distanciel. Oui. Donc voilà, ça repose aussi également la question de faire évoluer les pratiques et les formations à distance. Voilà. Les élèves de Cayenne viennent de différentes communautés culturelles. Cette diversité, est-ce qu'elle se reflète dans les pratiques éducatives à l'école, dans les programmes? Oui. Mais je dis toujours, cette diversité culturelle, c'est un atout. C'est un atout pour nous parce que les enfants sont ouverts vers les autres. La diversité culturelle, elle n'est pas que au niveau des enfants, elle est aussi au niveau des enseignants. Et c'est une richesse. C'est apprendre à vivre, apprendre à connaître l'autre. C'est travailler la bienveillance, c'est s'ouvrir aux autres. Et je me dis que ce n'est pas un frein, en fait. Oui. Parce que il y a des écoles où il y a autant enseignants qu'élèves, il y a cette diversité culturelle. C'est une force. Et ça se traduit comment, je veux dire, dans le cadre de la classe? Est-ce que les pratiques pédagogiques sont adaptées aux enfants multilingues, par exemple? Alors moi, je voudrais juste rajouter, par exemple, dans ma situation où je suis maître formateur dans plusieurs écoles, j'ai proposé, par exemple, dans l'école où je me trouve, l'école Léopold Eder élémentaire de Cayenne, ou un dispositif de classe bilingue. C'est-à-dire que j'ai créé, avec l'autorisation, bien sûr, de ma directrice et de mon inspectrice, donc une classe bilingue en deuxième langue, l'espagnol, ce qui permet donc déjà de permettre aux élèves intéressés qui passent en 6e de pouvoir intégrer directement une classe avec une deuxième langue d'entrée. Voilà, donc c'est-à-dire qu'ils font une deuxième langue avant même d'être arrivés en 5e, alors que normalement c'est comme ça que c'est censé le faire. Donc en fait, pourquoi j'ai pris cette décision, c'est parce que effectivement, en termes de diversité culturelle, nous baignons en plein en Guyane. Je veux dire, je ne pense pas que l'on puisse avoir, en tout cas aujourd'hui pour ma part, se retrouver dans une classe avec un public soit créole guyanais ou métropolitain. Nous avons une multitude d'origines. Et en fait, donc c'est peut-être de privilégier peut-être la langue la plus représentée dans la classe, faire une proposition à la fois aux élèves et aux parents. Ensuite, c'est validé au niveau académique et après, donc créer cette classe bilingue qui va permettre... Ça, c'est un modèle que vous espérez voir émerger ou c'est déjà le cas dans tous les établissements? Non, pas tout. Je parle précisément de l'école. Donc vous aimeriez que ça se généralise? Non, mais c'est un dispositif... qui existe déjà par rapport à cette richesse que l'on a culturelle. Il y a des dispositifs, classe bilingue, par rapport à chaque culture. Voilà, c'est ça. Chaque ethnie qui vit en Guyane et les inspecteurs, notamment celle qui en charge les langues, s'attachent à justement varier
ces classes bilingues. Donc, c'est une richesse pour nous. Fabiola Saint-Hilaire, en termes de rénovation des établissements à Cayenne, quels sont les besoins et où en êtes-vous? Alors, il faut savoir que Cayenne compte 32 écoles. Les 32 autres écoles sont pratiquement vieilles de 50 ans. Donc, nous sommes sur un grand et un vaste chantier de rénovation. Bien évidemment, nous ne pouvons pas faire toutes les 50 écoles. Donc, nous procédons par étapes. Et nous avons commencé à rénover une bonne dizaine d'écoles. Et ce qu'il en ressort, ce sont des écoles magnifiques. Mais vous savez bien que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Oui. Donc, nous allons par phasage. Mais nous y arriverons. Et comment cette rénovation, est-ce que vous consultez les élèves et le corps enseignant en amont pour savoir quels sont leurs besoins et qu'est-ce qu'ils aimeraient? Bien évidemment. Ce sont les acteurs de terrain qui sont au fait, qui sont capables de nous dire quelles sont leurs attentes. Et effectivement, nous ne faisons pas l'impasse. C'est avec eux et pas sans eux. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, justement? Alors, nous avons rénové de mémoire l'école Henri Agarande. Donc, nous avons modernisé. C'était une école ancienne. Nous y avons apporté, les enseignants voulaient d'un préau, ce que nous avons fait. La nôtre également, l'école élémentaire Léopold Eder. Et alors, qu'est-ce qui a été apporté? J'aimerais rebondir sur ce que la collègue Fabiola a dit. Donc, effectivement, en fait, il faut savoir, c'est que chaque année, chaque début d'année, il y a un recensement des besoins de chaque école. Donc, c'est-à-dire que le directeur, avec son équipe pédagogique, fait remonter au service éducation, au service école, ce dont on a besoin, et notamment, justement, tout ce qui est rafraîchissement au niveau de la peinture. Là, je prends par exemple, mon école, où nous avons pu avoir cette année un aire de jeu qui a été totalement fait par des agents techniques. Donc voilà, en la matière, je peux dire que les choses avancent bien. Alors ça y va petit à petit, mais la ville de Cayenne, en tout cas, fait des efforts en ce sens. Voilà. Sadia, la Guyane est marquée par des inégalités socio-économiques importantes. Oui. Dans quelle mesure ces inégalités aujourd'hui, est-ce qu'elles impactent la scolarité des jeunes à Cayenne? Alors, oui. Forcément, ça impacte au niveau de la scolarité, mais je dirais qu'au niveau de la mairie de Cayenne, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place pour pouvoir justement pallier et rattraper un peu cet écart qu'il peut y avoir entre... il y a plusieurs dispositifs. J'en viens justement au niveau de la cantine, où la mairie de Cayenne a une convention qu'elle a passée avec la CAF. Une convention justement pour permettre aux familles les plus démunies, en tout cas les familles qui sont plus dans le besoin, de pouvoir justement leur apporter une contribution financière pour permettre aux élèves de pouvoir s'alimenter et avoir un menu équilibré. Voilà, au niveau de la cantine. Alors, quand on parle de cantine, on parle également d'un dispositif qui s'appelle le dispositif Canut, c'est-à-dire cantine nutrition, où là, justement, il y a eu un véritable effort qui a été fait pour apporter de la qualité nutritionnelle aux aliments, mais également, je dirais, avec la partie un peu plaisir du goût. Parce que c'est quand même important que les élèves puissent bien manger, mais qu'ils puissent avoir aussi plaisir à manger ce qui leur est proposé, avec un nombre varié quand même de produits frais, de produits locaux. Donc voilà, il y a des choses qui sont faites très intéressantes et je pense que inévitablement impactent quelque part le bien-être, puisque j'ai parlé de l'une des priorités de l'éducation de manière générale, c'est le bien-être des élèves, et ça passe également par la bouche. Pour compléter, sur les cantines. Pour pallier justement, parce que le flux migratoire engendre bien évidemment des enfants qui pour éviter l'errance des élèves devant les écoles, parce que
tous les parents ne peuvent pas payer la cantine. Donc, la ville de Cayenne a mis en place un levier pour permettre à un certain nombre d'enfants, en partenariat avec la restauration scolaire et la CAF, pour pouvoir justement offrir des repas à ces enfants. Exactement. Afin de, justement, les familles les plus démunies ne soient pas, ces enfants-là aient un repas. Aujourd'hui, ils ont tous accès à la cantine, les enfants scolarisés. Voilà, quand ils ne l'ont pas, nous faisons en sorte de les recenser et de les offrir le repas de la cantine. Et aujourd'hui, vous arrivez à leur assurer à tous un repas équilibré ? Équilibré, oui. Équilibré, oui. Vous faites appel à des producteurs locaux ? Et oui, essentiellement. Essentiellement aux producteurs locaux. Le décrochage scolaire est une problématique nationale. Qu'en est-il à Cayenne ? Alors, quand on parle de Cayenne, mais je dirais qu'on pourrait aussi parler des autres communes qui sont également touchées par cette problématique. Oui, alors, je dirais qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place au sein des écoles, ou même, je dirais, au sein des établissements pour pallier à cet objet. Donc, il y a des dispositifs, par exemple, au sein de la mairie, il y a le dispositif qui s'appelle le PRE. C'est voilà, c'est ça, le PRE. Voilà, le projet éducatif. Voilà. Réussite éducative. Voilà, oui. C'est ça. Qui est mis en place, qui, en fait, pour accompagner les élèves qui sont le plus en difficulté avec un certain nombre d'acteurs. Et ça peut être des acteurs extérieurs. On fait appel à... Et comme ça peut arriver à comment s'appelle les médiateurs de quartier, on fait appel également. Il faut également s'appuyer sur les parents parce qu'on ne peut rien faire sans les parents. Il faut savoir qu'au niveau éducation, les parents le parent fait partie de l'acteur principal de l'enfant et donc il faut composer avec lui. Donc il faut impliquer les parents. Nous avons aussi l'instauration mis en place de ce que l'on appelle le café parent, où justement il est donné aux parents donc la parole pour qu'ils puissent éventuellement poser les soucis qu'ils peuvent rencontrer avec leurs parents. Le café parent, c'est dans l'établissement ? Oui, ça peut se passer. Donc, dans l'établissement, il faut faire la demande à la mairie. Mais voilà, il y a des choses qui sont mises en place. Et qui est-ce qui anime ces cafés parents ? Alors, ça peut être des bénévoles. Oui. Et certains enseignants volontaires aussi peuvent se mettre dans ce genre de dispositif. Mais en tout cas, voilà, avec des parents aussi volontaires. Et qu'est-ce qui en ressort alors ? Quelles sont les préoccupations principales des parents ? Alors, je dirais la principale préoccupation, ça reste quand même la maîtrise de la langue française, à la fois écrite et parler. Donc là, justement, en ce moment, pour cette année, nous sommes sur la nouvelle méthode, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, la méthode Néo pour la lecture, donc pour les élèves de CP, mais je dirais que c'est une méthode qui peut s'adresser aussi autant pour le cycle 2 que le cycle 3, c'est-à-dire qu'on peut retrouver encore, je parle pour mon cas, pour des élèves de CM2 qui ne savent toujours pas lire et écrire parfois. Et ça, comment vous l'expliquez ? Un certain nombre de facteurs. Je dirais que les facteurs ne sont pas spécialement ancrés au niveau de l'école. Il y a aussi la partie environnementale, la famille, quels ont été le rapport au savoir et à l'école que les parents ont pu vivre. Et tout cela rentre en compte dans la façon dont l'élève aura ce rapport justement avec l'école. Il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte. Voilà. Et donc là, je dirais que c'est vraiment un véritable travail d'équipe. Donc avec des échanges de services, avec ce que l'on appelle des cloisonnements pour pouvoir justement amener ces élèves en difficulté à un peu rattraper leur retard. Voilà. Alors pour compléter sur les leviers que la mairie met en place pour lutter contre les inégalités sociales, on a le PRE, comme elle l'a dit, qui travaille en partenariat avec la Caisse des écoles de la ville, qui met en place un certain nombre d'actions, sont aérées, périscolaires, ouverts aux enfants. Et aussi, il y a aussi la cité éducative
qui permet de lever des fonds et pouvoir travailler avec les acteurs de terrain à travers des projets, des projets divers et variés, qui pour pouvoir justement hisser l'enfant vers la réussite. Et je crois que je profite de cette émission pour saluer les équipes du PRE qui travaillent autour de la cité éducative, les agents de la mairie, parce que il faut aller chercher des fonds. Il faut aller chercher des projets. Et ça c'est pas évident. Il faut répondre à des appels à projets. Il faut saisir en temps et en heure les bonnes opportunités, les opportunités au niveau national pour pouvoir les appliquer chez nous, bien que nous n'avons pas la même configuration. On n'a pas évoqué, Fabiola, la dimension culturelle, l'importance de la place de la culture auprès des jeunes notamment. Qu'est-ce que la municipalité met en place pour favoriser cet accès à la culture? Dans quelle mesure c'est présent dans votre politique éducative? La culture. Comment la mairie... Parce qu'on a parlé du sport, oui. De l'importance du sport comme levier d'inclusion notamment. Qu'en est-il de la culture? Au niveau éducatif, toutes les actions phares, quelles que soient nationales, départementales, qui touchent à la culture, la municipalité de Cayenne se fait un devoir de s'associer. Et je dis que c'est même une obligation. Je vous dis par rapport à mon vécu professionnel, ça devient une obligation. Et le maire actuel est dans cette dynamique. Donc, ça peut être autour des projets culturels, autour de un projet culturel école, la semaine du goût. On les accompagne. Un projet culturel, il y en a tellement, mais on est partenaire avec les équipes éducatives dans leurs projets. Et j'aimerais qu'on termine, parce que c'est déjà la fin. Et ouais, c'est passé vite. D'un mot, la place du numérique. Quelle est la place du numérique, des nouvelles technologies dans vos établissements respectifs, puisque vous êtes toutes les deux aussi dans des écoles? Pareil. Ce sont toujours la mairie, à l'heure actuelle, je peux vous dire, a pu, depuis 2020, doter ces écoles d'outils numériques. D'accord. Comme quoi? Des tablettes, des écrans tactiles? Des écrans tactiles. Et toujours dans les appels à projets, mais je laisserai ma collègue compléter. Oui. À ce niveau. Alors, je dirais, au niveau du numérique, alors moi, je vais prendre pour exemple une école qui s'appelle l'école Saba, où je suis des stagiaires qui sont en formation. C'est une école qui est, on va dire, à 80% numérique, c'est-à-dire que dans presque chaque classe, nous avons des écrans tactiles géants. Okay. Alors, ce que je trouve bien, parce que moi, personnellement, je ne suis pas pour le 100% numérique. C'est-à-dire que là, par exemple, dans les classes que j'ai pu visiter, il y a un écran tactile où l'enseignant a la possibilité d'échanger avec les élèves, etc. Mais il y a aussi le côté un peu, on va dire, traditionnel. Avec la présence du tableau qui reste. Et moi, je trouve que c'est très bien comme ça. Pourquoi vous trouvez que... Non, mais c'est intéressant d'avoir votre avis. Alors, pourquoi pour la santé, par exemple, quand on voit effectivement toutes les difficultés qu'ont rencontrent certains élèves pour l'écriture, pour la lecture, je pense qu'il est important que les élèves puissent garder encore cette gestuelle et ce rapport au papier, voilà, à l'écrit. Tout à fait. Pour très aller important. Plus loin, je dirais que le numérique, oui, mais attention. Ouais, tout à fait. L'enfant, je dis toujours, doit construire son savoir en tâtonnant, en manipulant, tout à fait. En cherchant. Cette interaction avec le numérique, il n'est pas acteur de son savoir. Et j'en veux pour preuve, toutes les méthodes de lecture
qu'on met en place autour du numérique. Attention, l'enfant doit construire son savoir et ne pas être en interaction avec un écran. Sinon, ça n'a pas de sens. Je ne dis pas non, mais avec raison. gardons ce qui a marché. Ce qui a marché, et je reste convaincue qu'il marche encore. Merci Fabiola. Fabiola Saint-Hilaire, maire adjointe déléguée à l'éducation de Cayenne, directrice d'école également. Et à vous, Sadia Robo-Ayane, conseillère municipale de la ville de Cayenne, professeure des écoles, maître formateur et docteur en sciences de l'éducation. Merci. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci beaucoup. À demain pour une nouvelle émission.